Coucou! Ça y est, c'est le grand jour, je me lance enfin sur YouTube et en vrai ça fait trop bizarre parce que c'est pas forcément un format auquel je m'imaginais un jour me lancer en fait, tout simplement. Parce que je pense que j'ai déjà beaucoup de mal à faire des réels et des TikTok de façon générale, de façon régulière. Alors me lancer sur YouTube, c'était quand même un gros pas pour moi. Mais en vérité, avec un peu de recul et beaucoup de discussions avec vous d'ailleurs sur les réseaux sociaux, j'en suis venue au fait que pour moi, YouTube, c'était sûrement le format qui me correspondait le mieux dans les formats vidéo. Parce que c'est un format où je peux vraiment prendre mon temps de vous parler et de vous dire ce que j'ai en tête, de m'expliquer, de m'exprimer de façon plus poussée qu'un réel où tout doit être fast et rapide. En fait, j'ai beaucoup de joie à l'idée de pouvoir enfin avoir un format où je peux vraiment partager avec vous, vraiment vous parler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma première vidéo, qui sera aujourd'hui ma vidéo d'introduction, j'ai décidé que ce soit un format plutôt face caméra, où vous pouvez me regarder et m'écouter, ou tout simplement me mettre de côté et m'écouter en podcast. Donc voilà, aujourd'hui, cette première vidéo d'introduction à ma chaîne, ce sera ma vidéo de présentation. Où je vais parler de moi, de qui je suis, de l'avenir de cette chaîne, de qu'est-ce que je veux en faire en fait concrètement, et vous parler de grosso modo les plus gros projets que je vais mettre en place, mais également parce que je sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent sur Instagram en tout cas, j'avais lancé il y a quelques temps une espèce de FAQ où je vous avais proposé de me poser des questions pour que je puisse les introduire dans ma vidéo de présentation, et du coup je me suis dit que c'était pas si bête que ça en fait de mélanger une vidéo d'introduction où je me présente avec une vidéo FAQ où je réponds à vos questions qui me permettent justement de pouvoir un peu mieux me présenter à vous, vous voyez. Du coup, je pense qu'on va commencer par là. Déjà, pour ceux qui me connaissent déjà, bon, ça va faire une petite répétition, mais on se présente jamais assez. Et pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue. Je suis Révi, mon vrai prénom c'est Sarah, mais mon nom d'artiste c'est Révi. Je suis illustratrice freelance et artisane, c'est-à-dire que je fais de l'illustration digitale notamment. Après, j'essaie de me rapprocher un petit peu plus en ce moment du traditionnel, mais je suis surtout dans le digital. Et je fais de l'artisanat avec mes petites mains, c'est-à-dire que je tiens une boutique où je crée mes produits. Donc c'est-à-dire le travail de l'argile, parce que je fais des gris-gris en céramique et toutes sortes de déco et de petits accessoires pour la lecture ou pour décorer tout simplement en argile. Et en même temps je crée aussi de la papeterie et des prints que je produis par moi-même, d'abord en dessinant sur ma tablette et ensuite en passant à l'impression, que je fais entièrement depuis chez moi. Je suis une toute petite entreprise et je galère encore à me faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire juin dernier, j'ai participé à mon premier marché des créateurs et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs, et je vous en parlerai dans une autre vidéo vraiment dédiée à mon marché, parce que je pense que c'est important que je fasse vraiment une vidéo juste dessus, parce que ça a été beaucoup d'organisation et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour vous parler un petit peu plus de mon univers il tourne autour de la fantaisie, de la féerie, du merveilleux, du cozy fantasy je dirais même, avec des notes de champêtre et de cottagecore. Il y a aussi ce petit truc que j'essaie de mettre en avant et qui est très identitaire on va dire, c'est que j'essaie de vraiment mêler la fantaisie aux cultures arabo-africaines musulmanes, étant donné que je suis une artiste de couleur et une artiste musulmane, et j'essaye de toujours rapporter à mon univers un maximum d'inclusivité, que ce soit par la représentation de personnages de couleur, morphologiques, au niveau des traits physiques. J'essaie de pas toujours être dans la perfection. Quand je dis la perfection, je veux dire dans les standards de beauté, avec des nez tout en trompette et des visages tout onguleux. J'aime bien faire des choses un petit peu plus, disons, diverses, avec des nez un peu plus bossus, crochus aussi, et faire de la diversité au niveau de la taille et de la morphologie, des muscles et compagnie. Même si les muscles c'est toujours quelque chose sur lequel je galère un peu, mais j'essaye de m'y mettre. Donc voilà, l'inclusivité c'est quelque chose qui c'est vraiment une valeur hyper importante pour moi. J'essaie de représenter tout, que ce soit les personnes queer, les handicaps, les personnes de couleur, comme je vous ai dit, les morphologies et compagnie. D'ailleurs, cette illustration que vous voyez juste ici avec une elfe perchée sur un arbre de glycine, c'est moi qui l'ai faite. Et je pense que vous voyez un peu la trame de quand je vous dis que j'essaie d'être un minimum inclusive. De toute façon, vous allez sur mon Instagram, vous verrez la majorité de mes créations, vous comprendrez ce que je veux dire là-dessus.
J'ai des valeurs très fortes et j'essaie vraiment par mon art aussi et par l'inclusivité que je veux représenter dans mon art de montrer que je suis quelqu'un avec une envie de représenter la beauté humaine et la beauté du monde de façon générale, même la nature. Je suis aussi une artiste qui veut faire rêver avec mon univers, mais il est vrai que j'ai des valeurs engagées vachement présentes et qu'on peut retrouver très facilement dans mon travail. J'aimerais me spécialiser dans le domaine de l'illustration du livre et éditorial de façon générale, parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je suis fan d'écriture, de roleplay, de JDR et compagnie. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis toute petite. En fait, il y a deux domaines qui m'ont toujours passionnée depuis toute petite. Ça a toujours été l'illustration, donc le dessin, l'art, la peinture, tout ce qui ramène au domaine de la créativité, que ce soit manuel ou imaginaire. Et l'écriture, j'écrivais des petites histoires quand j'étais petite. Alors en plus, vu que j'ai baigné très tôt dans l'animation nippone, donc tout ce qui est Studio Ghibli, les anciens films qui sortaient à l'époque comme Astro Boy et compagnie, et les animés, en fait j'ai été très vite bercée dans l'univers du dessin, du cartoons, de la bande dessinée aussi. Je lisais pas mal de bandes dessinées françaises et américaines. En fait, ça m'a beaucoup bercée à aimer écrire des histoires et illustrer mes histoires. Je sais pas si un jour j'aimerais être autrice et illustratrice en même temps, mais en tout cas ce que je sais, c'est que j'aime donner du visuel à des écrits, en fait, tout simplement, à des récits. Et c'est pour ça que j'essaie de me spécialiser dans le domaine du livre et du jeu de société aussi. Du coup, il est vrai que je me suis beaucoup plus intéressée pour le moment en tout cas, par les contrats avec des petites maisons d'édition, des auteurs pas forcément débutants mais qui s'auto-éditent, etc. Parce que je pense que j'ai, en tout cas, je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur ou quoi, mais je trouve qu'à mon niveau actuel, ce qui me correspond le mieux, quoi. Et au niveau de cette chaîne, qu'est-ce que j'aimerais en faire et où je voudrais aller? Et bien, pour être tout à fait honnête, je n'en sais rien. Je sais, c'est assez bizarre, c'est assez fouillis, mais en réalité, je me suis dit que j'avais envie de me laisser bercer par le vent et en fait faire des vidéos en fonction de mes besoins, en fonction de ce que vous me demandez, en fonction de ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Parce que j'ai pas envie que YouTube devienne une contrainte, c'est plutôt un plaisir à faire, mais c'est pas quelque chose qui, à mon sens, doit devenir quelque chose de strict et de vraiment que je vais faire rentrer dans une case en fait. Je veux vraiment pouvoir m'amuser avec YouTube et je pense pas que j'ai envie de créer une ligne précise de ce que je veux faire avec cette chaîne, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je reste dans le domaine de l'art, de l'illustration, de ma vie en tant qu'illustratrice évidemment. Il y a d'ailleurs des sujets un peu plus sérieux et politisés auxquels j'aimerais apporter mon avis et donner des conseils. Par exemple, une des vidéos que j'aimerais potentiellement sortir d'ici les prochains mois, c'est l'art inclusif, justement comment être inclusif dans le domaine de l'illustration et comment sortir de sa zone de confort. Du coup voilà, j'ai beaucoup de sujets, de types de vidéos que j'aimerais vous faire, des vlogs peut-être, vous montrer un peu mon processus artistique. En fait, il y a tout un panel de choses que j'aimerais faire. C'est pour ça qu'à mon sens, à l'heure actuelle, je peux pas vous donner une ligne directrice précise, mais je sais que dans la mesure du possible, j'aimerais tourner autour des sujets de l'art, de l'artisanat et de mes passions potentiellement aussi. Comme je pense que je me suis bien introduite pour le moment, je pense que le meilleur à faire actuellement ce serait de sortir vos petites questions que vous m'avez posées dans ma FAQ que j'avais organisée sur Instagram et du coup je vais y répondre. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs questions en lisant en fait qui au final se ressemblent pas mal, donc je pense qu'en réalité si je dois faire un petit résumé de toutes vos questions, vous avez plus ou moins posé les mêmes questions, pas forcément de la même manière mais ça revient toujours au même sujet. C'est pour ça que je pense que je vais les regrouper afin de pouvoir y répondre sans faire trop de répétitions. Alors la première question elle est quand même vachement drôle d'une certaine façon en tant que neuroatypique. La question c'est: comment tu organises tes journées en tant qu'artiste, ton planning, ta façon de travailler et ton temps libre? Alors en tant que neuroa, c'est compliqué pour moi de m'organiser concrètement avec une organisation stricte et un planning auquel je m'y tiens, parce qu'à chaque fois que je crée des plannings, que je fais tout un truc sur Notion pour pouvoir m'organiser et suivre des étapes précises, etc., je ne m'y tiens jamais. Je sais pas si c'est un truc d'artiste ou c'est un truc de neuroa ou de façon générale que tout le monde fait ça, mais moi je ne m'y tiens jamais. Donc comment j'organise mes journées? Alors à l'époque j'étais vachement stricte sur le sujet, c'est-à-dire que j'avais tendance à vouloir trop militariser mon planning et c'était vachement malsain on va dire au niveau de
propre temps personnel, c'est-à-dire qu'en fait à force de vouloir faire trop de choses en une journée, je me donnais absolument pas de temps et je pensais pas à mes besoins. Il y avait des fois où je mangeais pas l'après-midi ou que je faisais du 8h, 20h ou 22h sans m'arrêter. Clairement c'était pas forcément une bonne chose. Du coup j'ai beaucoup réfléchi et j'ai essayé de trouver un rythme qui s'adaptait un maximum à moi, et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de rythme qui s'adaptait à moi parce que j'ai pas de rythme concret vu que j'ai disons des variations sur tout, que ce soit mon temps de sommeil, que ce soit sur mes habitudes, que ce soit sur mes envies tout simplement. Je me dis pas oui demain faut absolument que je fasse ça, parce que le problème c'est que si je me fixe à vouloir absolument faire quelque chose et à ce jour-là j'ai pas l'inspiration pour, ça sert à rien. J'ai décidé qu'à chaque matin que je me réveille, je me fixe 3 objectifs maximum. Un gros objectif et 2 petits objectifs, c'est-à-dire par exemple finir de peindre toutes mes céramiques. Donc ça va être mon gros objectif parce que ça me prendra beaucoup de temps. Et 2 petits objectifs, poster une story Instagram et répondre à mes messages. Et j'organise toute ma journée en fonction de ça. Par exemple, si je sais que mon temps de travail pour la réalisation de mes petites figurines ou la peinture de mes petites figurines va me prendre de 2 à 3 heures, bah par exemple, je vais plutôt conditionner ça sur le matin, question d'avoir toute l'après-midi pour faire tout ce que je voudrais faire d'autre, on va dire. C'est pour ça que je préfère alterner en fonction de mes envies et de ce que j'ai envie de faire quoi. Donc voilà, donc j'ai pas de planning concret, si ça peut répondre à vos questions à tous, parce que cette question est revenue à plusieurs reprises, mais disons que je clarifie des objectifs à faire à la journée et je m'y tiens. Alors cette question elle est trop intéressante, c'est comment tu arrives à créer lorsque tu es dans une situation de hard block? Alors je ne crée pas, déjà pour commencer, et la première chose que je fais, parce qu'à l'époque je me mettais beaucoup la pression, et je sais pas si ça arrive à tous les artistes, mais quand je dessine ou que je crée, quand je suis en hard block, ce que je fais c'est vraiment de la D. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau, c'est mal fait, c'est bâclé, même si en fait je prends plus de temps que d'habitude à faire cet élément que je souhaite créer, mais je le fais encore plus mal que si je l'avais fait si j'avais été dans le mood. Donc la première chose que je fais quand j'ai un hard block, c'est de me fermer à l'art. Quand je dis me fermer, ça veut pas dire que je dégage l'art de ma vie, hein. C'est juste que je mets tout en pause, je respire un grand coup, je me ressens sur mes passions, la lecture, l'écriture. D'ailleurs l'écriture m'aide beaucoup parce que j'ai jamais vraiment... Enfin, bien évidemment que j'ai des périodes où j'aime moins écrire que dessiner par exemple, mais j'ai souvent toujours envie plus ou moins d'écrire, de faire du RP, d'imaginer on va dire, et en fait je note juste toutes mes idées. En fait, toutes les idées que je sais que je vais pouvoir appliquer plus tard, je les note, je me recentre, je prends une pause, je me recentre sur mes passions, je me ressource, on va dire, entre gros guillemets, créativement et intellectuellement, je bouge, je vais voir des amis, je sors, je parle de ça, par exemple, parler de ça à mes amis, à mes collègues artistes, à mes proches, notamment à mon partenaire et compagnie, ça me permet en fait d'avoir des idées et de créer des opportunités pour sortir, parce que malheureusement quand on est artiste on a tendance à beaucoup s'isoler. En tout cas moi c'est mon cas, hein, peut-être pas pour tous, mais en tout cas moi c'est mon cas, je m'isole pas mal, ce qui fait que je sors pas beaucoup, et quand je sors pas beaucoup c'est là où j'ai le plus de hard block on va dire. C'est ce moment, en fait c'est un cercle vicieux parce que j'ai besoin de travailler depuis chez moi et c'est là où je me sens le mieux, mais en même temps si je sors trop, en fait je suis trop fatiguée, mais en même temps j'ai besoin de sortir pour pouvoir justement avoir de l'inspiration, ce qui fait que dans mes périodes de hard block c'est là où je sors le plus, où je fais un break, et tout simplement aussi ce qui m'aide beaucoup c'est de vous en parler, parce que quand je vous en parle sur les réseaux sociaux et que je vous en parle de façon générale en privé aussi pour les personnes avec qui j'ai des discussions en privé, vous me donnez toujours des idées, vous m'envoyez des fois, et ça c'est trop mignon, des petits réels avec ah ça tirait trop bien, ça c'est trop ta vibe, ça c'est trop ton style, et du coup ça me fait réfléchir, ça me fait me dire ah mais ça pourrait grave être intéressant du coup à appliquer pour mon travail, etc. Et je veux pas faire le cliché de
de l'artiste lifestyle là qui fait des musées, etc. Parce que en vrai de vrai, j'aime bien les musées et il y a des types de musées que j'aime bien, mais en général les musées c'est pas quelque chose qui me plaît, étonnamment, oui je sais. Et c'est-à-dire que j'ai des musées spécifiques qui m'intéressent, mais ils sont très, disons, sous-cotés, on va dire. Mais j'aime beaucoup les expositions permanentes avec des petits artistes ou de façon générale des anciens artistes, mais pas forcément français, ou s'ils sont français, ils n'étaient pas très connus, avec on va dire une histoire très intéressante. Et parfois, c'est souvent relié à on va dire des contextes politiques, par exemple des artistes féministes qui sont mortes et dont leur art n'ont jamais été connu, etc. En fait, c'est des trucs qui m'inspirent beaucoup, que ce soit pour créer des histoires et écrire les histoires, et souvent l'écriture m'inspire forcément pour l'art. Je pense que quand on a un art bloc, le mieux c'est juste d'aller se détendre en fait, de faire des choses qui nous plaisent, de s'inspirer de beaucoup de choses qui nous entourent et de sortir, de voir du monde, ou tout simplement de faire des choses qu'on aime en fait. Ça nous permet de sortir, on va dire, de ce côté très on dessine et on crée pour les réseaux sociaux, etc. et plus de dessiner et de créer pour soi-même. Alors un livre qui m'inspire, ça c'est intéressant comme question. Alors en fait je pense qu'il y en a beaucoup, comme j'aime beaucoup la lecture et notamment la romantaisie, on va dire que la romantaisie de façon générale m'inspire beaucoup. Je dirais que les encyclopédies autour des fées, attendez je vais vous montrer ça. Il y a ce livre que j'avais acheté, Le vrai visage des fées, il y a quelques temps, et en vrai c'est vraiment une source d'inspiration incroyable parce que c'est vraiment un livre qui parle des fées, de la mythologie on va dire folklorique autour des fées et de diverses façons de voir les fées dans leur représentation et compagnie, leur corps, je vais vous montrer un petit peu ça. En fait, c'est vraiment vachement encyclopédie et histoire, mais il n'y a pas forcément beaucoup de dessins différents, on va dire, mais ça m'en apprend beaucoup sur les fées, étant donné que sur mon Instagram, vous avez vite capté que les fées étaient un élément qui m'inspire le plus dans le domaine de la fantasy. Mais ouais, du coup, les encyclopédies, les artbooks et les livres autour de la fantaisie, des créatures, de l'imaginaire, du merveilleux et parfois des légendes et de l'occultisme, genre c'est-à-dire quand je dis occultisme, je parle de vampires, de loups-garous, d'incubes et compagnie, et toutes ces choses-là en fait me permettent d'avoir de nouvelles idées. Par exemple, l'idée d'avoir créé des petits gobelins en céramique gris-gris, vous voyez ce que j'ai actuellement sur ma boutique, et en fait ça m'est venu justement d'une encyclopédie autour des lutins et qui abordait un peu brièvement le sujet des gobelins. Donc ouais, je pense que tout ce qui est roman fantasy et livres autour des créatures folkloriques et des créatures de l'imaginaire, ça m'inspire énormément. Quelles sont tes inspirations pour tes créations? Comme je le disais, je tourne autour de la fantaisie champêtre, de la nature, des créatures qui tournent autour du merveilleux, donc c'est principalement ça ma source d'inspiration, mais malgré tout, j'ai d'autres types de sources d'inspiration en dehors de celle-ci. C'est aussi tout ce qui est street art et œuvres militantes. Je pense que c'est assez évident comme je le disais, mais en vrai, dans le domaine de la fantasy, il faut savoir quelque chose, c'est que ça reste un domaine qui a, on va dire, deux facettes qui sont pas forcément problématiques, mais moi me dérangent. C'est le manque d'inclusivité représentative dans la fantasy. Quand on pense à la fantasy, on pense toujours à des elfes blanches, des petites fées toutes blanches, des fées toutes minces ou un tout petit peu potelées. Enfin, des personnages qui sont tout beaux, tout mignons, qui rentrent dans des normes de beauté, genre complètement actuelles, on va dire. Et en fait, c'est quelque chose qui me dérange pas mal parce que j'aime pas trop ce côté white centrisme du domaine de la fantasy, que ce soit dans le domaine de l'écriture ou de la représentation artistique. Je dis pas que c'est quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose qui est quand même très dommage au niveau de la richesse culturelle, ethnique et surtout de l'intérêt au niveau de la mode orientale et africaine qui peut vraiment trop bien s'assimiler au domaine du merveilleux et du folklore fae. Je trouve ça dommage en fait que vu que le domaine de la mode
on va dire folklorique, pourrait être très intéressant et beaucoup s'imprégner et s'inspirer des tenues traditionnelles des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient et même ottoman. Les milieux militants me permettent en fait de casser cet art assez, on va dire, normé que j'ai tendance à voir au quotidien, parce que c'est quand même vachement difficile de trouver des artistes qui ont la même... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont les mêmes points de vue et les mêmes envies que moi, mais est-ce qu'ils les appliquent, ça je sais pas. Et c'est surtout, en fait, il n'y a pas toujours beaucoup d'artistes qui sont visibles, et quand on est des personnes de couleur, on est encore moins visible dans la sphère des réseaux sociaux. Donc il est réel que c'est vachement difficile de trouver de la fantaisie qui fasse de la réelle représentation inclusive, et pas quand on fait des personnages de couleur, on reste vraiment... dans le cadre du personnage avec des beaux yeux clairs et des cheveux très clairs. J'aime bien aussi ce truc de faire des personnages qui sont gros, qui sont trapus, qui sont poilus aussi, et qui sont pas parfaits, quoi. Et donc du coup, voilà, l'art militant me permet beaucoup de sortir de ces zones-là et de réussir à lier justement l'univers de la fantaisie qui me plaît à une démarche plus engagée et militante dans mon travail. Depuis quand tu dessines? J'en avais déjà parlé tout à l'heure, mais depuis que je suis toute petite. Et je pense qu'on a tous dessiné depuis qu'on est tout petit. Je dis pas qu'on a tous adoré le dessin et que tout le monde finit par adorer le dessin, mais je pense qu'on a tous... En fait, l'art, c'est l'une des premières choses qu'on apprend à la maternelle. C'est-à-dire que quand on est tout petit, la première chose qu'on développe réellement avec la motricité, c'est la créativité et l'imaginaire. Donc les livres, le dessin, les activités créatives et compagnie, et plastique. Du coup, en fait, je dessine depuis que je suis toute petite. Sauf que là où des gens se sont arrêtés pour se tourner autre part, enfin, dans d'autres passions, dans d'autres hobbies, moi, je suis restée dans le domaine de l'art, tout simplement. Alors, la question a déjà été posée précédemment, mais on m'a demandé est-ce qu'il y a des lectures qui t'inspirent pour ton travail artistique, et en réalité, oui. Et je pense qu'en vrai, vu que c'est une question qui revient beaucoup, j'en ferai une vidéo où je vous montrerai tous mes livres et tous les romans qui m'inspirent énormément pour mon travail artistique, parce que je pense que ça pourrait grave vous plaire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous plairait, du moins, que je fasse quelque chose comme ça. Et en vrai, je pense que le mieux c'est d'y dédier une vidéo. Comment as-tu créé ton univers cottage, féerie et tout ça? Alors, en fait, tout est parti de ma passion de base pour les fées et l'univers de l'occultisme depuis des années. En fait, je pense que en vrai, ça a commencé un peu comme tout le monde. Les vampires, j'ai commencé à m'y intéresser grâce à Twilight ou à Hotel Transylvanie. La majorité de tout ce qui est en rapport avec la fantasy, les jeux vidéo et compagnie, les grands livres, films et JDR connus de l'époque comme Donjons et Dragons. D'ailleurs, il y avait un film un peu catastrophe d'ailleurs qui a été fait là-dessus, et Le Seigneur des Anneaux que j'ai vu un petit peu plus récemment. Oui, je sais, je suis une hérésie, j'ai regardé ça trop tard. Avant, j'arrivais pas à m'y accrocher, mais j'étais beaucoup trop jeune, je pense, pour apprécier. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'œuvres, d'animés aussi, comme les Magical Girls avec Sakura Chaste Carte, Sailor Moon, Doremi Magique, Princesse Tutu et compagnie. Toutes ces choses-là, en fait, m'ont inspiré, des films. Enfin, j'ai toujours adoré ce type de film. Dès qu'il y avait de la magie, moi je pétillais, c'était ce que j'adorais le plus. Et il y avait un film quand j'étais petite qui m'avait beaucoup inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui, et il est super sous-coté, et il s'appelle La Guerre des Invisibles. Il est vraiment pas connu et il m'a énormément inspiré quand j'étais petite, et c'est lui qui a un peu développé ma passion pour tout ce qui est fées et petits lutins et compagnie. Du coup, d'ailleurs, je vous recommande ce film. Ça a été vraiment, on va dire, mon début dans le domaine de l'art fantasy. D'où vient ton envie de te lancer dans l'art et comment as-tu découvert ton univers? Pour mon univers, j'ai répondu à la question juste avant, mais qu'est-ce qui m'a donné en fait envie de me lancer dans l'art? Eh ben, les animés, tout simplement. Je sais que c'est assez cliché et que ça fait très kikoujab, mais je vous jure, ça c'est ce qui m'a bercé en fait. Les animés, la bande dessinée, les jeux vidéo et compagnie. D'ailleurs c'est quelque chose que j'avais déjà dit précédemment, mais c'est vraiment ce qui m'a ouvert en fait des portes au domaine de l'art. J'avais vraiment envie d'illustrer tout ce que j'imaginais en fait. D'ailleurs c'est un élément que j'ai pas beaucoup abordé, mais il fut une époque, je jouais à Mon Sucré, et
il y avait les fanfictions en fait qu'on pouvait écrire dans le forum d'Amour Sucré, et j'écrivais beaucoup de fanfics, et pour pouvoir illustrer mes fanfictions je mettais beaucoup d'illustrations. Du coup c'est un des éléments aussi qui m'a beaucoup aidé à me lancer dans l'art. Et franchement Amour Sucré, vu qu'il y avait beaucoup d'artistes là-bas, ça a été un peu le tremplin qui m'a dit ouais, tu peux te lancer, l'art est un métier, ça existe en fait. Commencer d'être freelance, très difficile malheureusement. Il y a beaucoup de points difficiles, il y a beaucoup de points agréables. Déjà je vais dire que les points agréables, c'est le fait qu'on puisse se gérer par soi-même, aller à un rythme qu'on veut, on n'a pas le problème de collègues ou de patrons oppressifs, enfin on se gère vraiment comme on veut. Mais il y a aussi beaucoup d'angoisse parce que on n'a pas de congés payés, on n'a pas un salaire fixe. Il y a beaucoup de difficultés en fait au domaine du freelance, tout simplement parce qu'on doit se gérer soi-même, et le domaine de l'art reste un domaine très restreint où on va dire c'est chacun sa chance entre gros guillemets. Et disons que c'est très compliqué, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de remise en question et parfois d'envie d'abandonner. Mais malgré tout, je ne mettrai jamais de côté mon envie d'être freelance, et je pense que même si un jour je dois prendre un job à temps partiel pour pouvoir vivre et avoir une vie plutôt posée, on va dire, je pense que je resterai toujours freelance d'une certaine façon quoi. Je pense qu'encore une fois c'est une vidéo que je dédierai spécifiquement de ce sujet là, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le domaine du freelance qui méritent toute une vidéo consacrée à ce sujet là. Est-ce que ça a été compliqué de sauter le pas pour être auto-entrepreneur? Alors on va dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que en fait c'est toujours quelque chose de difficile, que ce soit au niveau de nous-mêmes, mais aussi de le faire comprendre à nos proches. C'est-à-dire que en fait, en tout cas pour mes parents, c'est très compliqué pour eux de comprendre que le fait que je sois à la maison, et donc du coup que je travaille depuis chez moi et que j'ai ma propre entreprise, et que même si ça décolle pas de fou, ça fonctionne un minimum, et en fait, ils n'arrivent pas à considérer que je puisse être en train de travailler. Vu que mes parents sont de la vieille école et qu'ils sont assez âgés, ils n'ont pas cette vision où le travail à la maison est un travail. Ce qui fait que pour eux, je suis entre gros guillemets une chômeuse. Ce qui fait que je pense que beaucoup le comprennent, mais quand on a des proches qui connaissent pas ce milieu-là, ils comprennent pas en fait que c'est un métier, et que être auto-entrepreneur c'est vraiment un métier, et que du coup il est tout aussi louable que de travailler en tant qu'employé. C'est pas la même quantité de travail, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Il n'y a pas on va dire de comparaison à faire réellement, mais ça reste un métier et c'est compliqué de le faire comprendre à nos proches. C'est aussi compliqué de l'assumer soi-même, parce que quand on est freelance, quand on est dans le domaine artistique spécifiquement, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que les gens ont souvent on va dire un jugement entre gros guillemets. Soit ils sont très admiratifs, soit ils sont dans le jugement dans le sens où ils ont tendance à se dire oui, c'est pour pas dire qu'on est chômeur, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, au niveau de se lancer, c'est compliqué au niveau du point de vue des gens, en fait, de la façon dont les gens nous jugent. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une personnalité où je m'en bats la race de la vie des autres, vraiment. Mais c'est vrai que c'est pas parce que je m'en bats la race que ça veut dire que ça me touche pas des fois quand c'est un sujet qui revient sur le tapis, où j'ai l'impression que c'est un sujet très récurrent et qu'on me bassine avec ça, mais malgré tout, je m'en fiche un peu de ce que des avis des gens sur ma personne. Je pense qu'on galère tous à notre manière et il n'y a pas de personne plus louable que d'autres, entre gros guillemets. Mais disons que sous l'aspect, on va dire, social, la façon dont nos gens nous perçoivent, c'est super difficile. Mais sur l'aspect, comme je disais, du freelance, juste avant, quand on m'avait posé la question, ça fait quoi d'être freelance ? C'est super cool aussi. Donc ouais, est-ce que c'est difficile de se lancer, de prendre cette décision-là? D'une certaine façon, oui, parce qu'on sait les jugements qu'on va devoir gérer derrière, et c'est compliqué pour les personnes qui sont très sensibles à ce genre de choses. Mais pour moi, en tout cas, en tant que personne, ça n'a pas été si difficile que ça de me lancer, de prendre cette décision-là. Surtout que j'ai pris cette décision-là après 1 an de traumatisme à travailler en tant qu'animatrice périscolaire dans une école à Paris.
Donc, où c'était très intense, où j'ai vu des choses qui m'ont traumatisée, très sincèrement. J'ai vécu des choses qui m'ont traumatisée également du monde du travail. Du coup, non, ça n'a pas été ça, c'était un soulagement. Ça a été une peur, mais ça a été un soulagement. Donc voilà, cette question était d'ailleurs très pertinente. Le projet le plus fou que tu veux faire un jour. Je vais pas vous dire le projet le plus fou que je voudrais faire un jour, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et il y en a certains, je préfère même pas les aborder tellement pour moi c'est beaucoup trop flou dans ma tête pour qu'ils soient réellement abordés. Mais je pense que le projet le plus fou à l'heure actuelle que j'aimerais mettre en place, c'est la création d'un visual novel. As-tu fait des études et formations dans ton domaine ou pas du tout? En fait, c'est une question qui est super intéressante, mais en même temps, j'ai tellement envie de la réserver à la vidéo que je prévois de faire sur mon parcours scolaire et professionnel, sur ce qui m'a amenée à devenir illustratrice. Mais en même temps, vu que cette vidéo est trop longue, je pense vraiment que je vais laisser cette question-là pour cette vidéo-là. Ah, ça c'est trop bien. Ah, d'ailleurs, c'est ma meilleure amie qui m'a posé cette question-là. Coucou Juliette. Comment est-ce que cette envie de créer des petites poteries est arrivée? Alors, l'artisanat, notamment dans le domaine de la céramique et de l'argile, c'est quelque chose qui m'est arrivé soudainement, mais en même temps non. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je faisais déjà de la fimée, vous savez, les petits bijoux fantaisie qu'on fait en fimo, mais ça me frustrait beaucoup parce que j'étais pas très douée, du coup j'avais vite abandonné. Et là récemment j'ai repris le domaine du modelage et compagnie. En réalité, en fait c'est Instagram tout simplement qui m'a relancée dans cette envie de faire des créations en céramique et de me remettre en fait au modelage, parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'artisanal, que je suis avec mes mains et que l'IA ne peut pas faire en réalité. C'est aussi une de mes motivations, parce que l'artisanat, bien que ce soit quelque chose que j'adore faire, enfin le modelage et compagnie, maintenant en tout cas aujourd'hui, c'est aussi une façon pour moi d'avoir entre gros guillemets une porte de sortie si jamais le domaine de l'illustration devient encore plus complexe et inaccessible à cause de la montée de l'IA et du vol autour de l'IA. Ouais, j'avais envie d'avoir un domaine qui était quand même difficile, on va dire, à faire remplacer, parce que même si certes aujourd'hui il y a des machines qui font des belles poteries comme à Primark, à Action et compagnie, et ben ce sera jamais pareil que le modelage de produits qu'un artiste fait avec son imaginaire et compagnie. Je veux dire, j'ai jamais vu de gris-gris en céramique en forme de gobelin. C'est vraiment très spécifique ce que j'ai créé. Du coup, ouais, je pense que c'est un peu toutes ces raisons-là qui se sont accumulées, qui ont fait un tout et qui m'ont poussée, on va dire, à me lancer dans l'artisanat et dans la céramique précisément. Et ben voilà, c'était la dernière question que j'ai eue, parce qu'en fait j'en ai eu beaucoup, mais j'ai beaucoup synthétisé les questions parce que sinon ça se répétait beaucoup. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle va être extrêmement longue, mais je suis vraiment trop contente de me lancer sur YouTube et de partager cette aventure avec vous. Je vous remercie énormément de tout le soutien et de tout l'amour que vous m'avez apporté ces derniers temps, surtout ces derniers mois. Quand je vous ai parlé de ce projet là, vous étiez en mode ah oui, trop hâte, vas-y lance-toi et tout ça, et concrètement ça m'a fait beaucoup de bien. Je remercie d'ailleurs mon collectif d'artistes avec qui sont des amis artistes, avec qui on se soutient énormément. Carnet Tisane qui m'a beaucoup poussée aussi à me lancer sur YouTube. Et en fait je remercie aussi mes proches qui m'ont dit go, vas-y, ça te va trop bien, tu devrais le faire. Et ça me fait beaucoup de bien d'avoir on va dire un projet secondaire qui sort des réseaux sociaux où je peux vraiment prendre mon temps et de casser ce rythme très fast consumption en fait qu'on a en ce moment sur les réseaux sociaux, où avec les réels et les TikTok où on va super vite, qu'on scroll. Quand on regarde une vidéo sur YouTube ou qu'on se met sur Twitch, on sait qu'on va prendre le temps d'écouter, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi un format face caméra pour pouvoir vous laisser le temps de faire votre vie tout en m'écoutant quoi. Donc voilà, je vous remercie, je remercie déjà d'avance à toutes les personnes qui pourront me faire un petit coucou dans les commentaires, me donner leur avis sur Instagram ou sur mes autres réseaux sociaux sur cette première vidéo, qui m'ont encouragée. Et je reviens très vite avec une seconde vidéo, et celle-ci, en fait j'ai lancé un concept sur Instagram, j'achète chez vous,
où j'ai décidé de faire une grosse commande généralisée chez plein de petites créatrices que je connais et d'autres que je connais pas forcément beaucoup, que je compte publicité et en même temps déballer. Ça va être un espèce de unboxing où je vous montre ce que j'ai acheté chez les petites créatrices. Je reviens très vite avec cette vidéo là qui devrait sortir je pense la semaine prochaine. À partir du moment où je passerai cette vidéo, ce sera sûrement la semaine prochaine, oui. Je vous tiens au courant. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous féeriques et du coup à la semaine prochaine.